On va commencer ce petit webinaire, puisqu'on a une petite demi-heure ensemble pour vous présenter les diapositives et ensuite échanger librement. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires précédemment de Ludotique, donc c'est la première fois que vous me rencontrez. Je prends la suite de Teresa Colombi qui vous a accompagné jusque-là sur différentes thématiques, y compris la gamification la semaine dernière. Donc moi, j'aurai l'opportunité de vous présenter aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'accessibilité numérique. Donc, comment intégrer cette problématique dans le design d'expérience utilisateur? Quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en application pour concevoir des IHM plus accessibles? Donc voilà, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Carole D'Andrea, je suis chef de projet en expérience utilisateur chez Ludotique. J'ai fait, mon background, c'est essentiellement dans les sciences humaines, les sciences cognitives en particulier. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ergonome freelance avant d'intégrer pendant une dizaine d'années une entreprise spécialisée dans le e-commerce, où j'ai eu la chance d'avoir un poste assez évolutif qui a contenu notamment des aspects de web design, des aspects de développement, de marketing, avec notamment le référencement et moteurs de recherche. Donc, j'ai une vision assez transverse de l'utilisation d'un site web en particulier, des devices numériques de manière plus générale, et toujours avec cette préoccupation de l'utilisateur au centre de la conception. Donc, plus récemment, il y a 3 ans, j'ai rejoint Ludotique pour faire spécifiquement de l'expérience utilisateur. Donc, Ludotique, c'est un cabinet spécialisé dans l'expérience utilisateur, l'ergonomie et l'UX design, qui existe depuis une quinzaine d'années, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On est une petite structure avec 19 experts actuellement, et malgré cette petite échelle, on a quand même un certain nombre de projets à notre actif, plus de 600 projets aujourd'hui, pour tout type de problématiques, auprès de grands comptes, de petites entreprises, des gens du service public, privé, voilà, pour des refontes, des créations de sites, donc vraiment toute la palette de problématiques qu'on peut rencontrer dans le UX design. Nous sommes basés à Milan, en Italie, et surtout à Sophia Antipolis en France. Donc, notez la petite différence pour ceux qui ont vu le dernier webinaire. On a changé d'adresse. On est désormais maintenant dans la Technopole, au plus proche de nos clients, Sophie-Polita, sachant qu'on intervient quand même dans tout le reste de la France aussi. Donc, justement, nos clients, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On fait tout le spectre de l'expérience utilisateur, du design d'expérience. Donc, on fait des études de terrain pour voir comment les utilisateurs fonctionnent, quelles sont leurs problématiques au quotidien. On fait toute la partie conception, notamment avec des ateliers de co-conception de type design thinking. On fait des évaluations de produits, donc aussi bien des audits experts que des tests utilisateurs, et aussi des formations pour sensibiliser les professionnels à l'UX design, donc de l'initiation, des perfectionnements pour les personnes qui sont déjà bien outillées sur les concepts de base. Et puis, justement, récemment, on a ouvert un programme en accessibilité avec un de nos partenaires, Orsys, donc avec lequel on peut maintenant offrir des formations sur le domaine qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nos activités. Maintenant, aujourd'hui, l'accessibilité dont je voulais vous parler, donc on a notamment pas mal œuvré sur l'accessibilité, notamment faire des tests utilisateurs spécialisés dans le domaine. Je vais vous partager un petit peu mon expérience là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité numérique et pourquoi s'y intéresser? Quels sont les enjeux derrière cette problématique-là? Il y a une chose est sûre, quand on conçoit une interface, qu'on soit UX designer, qu'on soit business analyst ou quoi, on a toujours l'ambition d'offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. Donc, on va mettre en place pour ça des méthodologies, éventuellement des choses assez modernes comme du design thinking, de la co-conception. On fera participer les utilisateurs pour qu'ils nous donnent le plus d'insights, le plus de clés pour leur fournir l'expérience idéale. Et puis, on va s'intéresser à tout un tas de critères, aussi bien l'utilité. L'utilité, c'est vraiment l'essentiel. Il faut que le produit réponde à une demande existante. Le produit doit être utilisable, donc facile à manipuler, confortable, permettre simplement d'accéder à ses fonctions de manière correcte. Il doit être trouvable, par exemple, à travers des moteurs de recherche, s'il s'agit d'un site web grand public, par exemple. Il doit être crédible, désirable, avoir une valeur avec laquelle les gens se sentent en confiance. Mais on a parmi ces critères la notion d'accessibilité.
on sait qu'elle est là, on l'adresse en général, à travers par exemple des bonnes pratiques de type tel niveau de contraste, tel type de couleur pour éviter le problème de perte d'information des daltoniens, mais c'est un critère parmi d'autres. Et moi, justement, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce critère, il faut peut-être lui donner une valeur un petit peu plus élevée que les autres, en tout cas dans notre réflexion, ça doit être un point central. Si on se penche, cette question, on va justement se la poser, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accessibilité et quelle importance lui donner? Si je prends les documents de référence, enfin les textes qui normalisent notre activité en tant que UX designer, il y a avant toute chose la définition de l'ergonomie par la Société d'ergonomie de langue française, et on voit que dès le début, donc là c'est une définition qui est assez ancienne, puisqu'elle date des années 80, donc c'est pas tout à fait récent. Dès le début, on prévoyait d'inclure le plus grand nombre de personnes. Les outils devaient être utilisables par le plus grand nombre, avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. J'aurais tendance à rajouter aussi dans le plus grand nombre de contextes possibles. Donc il y avait quand même une notion là d'inclure un maximum de situations. Donc déjà, ça c'était au centre, dès le départ. Ensuite, si on regarde un autre texte qui est très important pour nos métiers, la norme ISO 9241, dont Teresa vous a déjà parlé, il y a ces trois fameux piliers de l'utilisabilité, l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. L'efficacité, c'est le fait d'atteindre un but, le but pour lequel l'utilisateur est amené, est motivé pour utiliser l'outil. Donc là, c'est binaire, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. L'efficience, c'est plus par rapport aux ressources nécessaires pour atteindre ce but. Donc pour pouvoir mesurer une efficience, il faut déjà qu'il y ait une efficacité. Okay, la satisfaction, elle est un petit peu plus décorrélée du reste, puisqu'on peut être satisfait même si on a échoué à une tâche, à partir du moment où elle nous a apporté quelque chose, elle nous a appris quelque chose, par exemple. On peut être insatisfait si on a réussi, donc les deux sont décorrélés. Mais on est d'accord que si on devait prioriser ces trois aspects, celui qui est le plus impactant, c'est l'efficacité, puisqu'à partir du moment où l'utilisateur vient avec un but précis, le fait de ne pas pouvoir atteindre son but, c'est un gros défaut d'ergonomie, gros défaut d'utilisabilité. Donc si je devais traduire ça, je dirais que ça, c'est du must-have, ça, c'est du should-have, et ça, c'est du nice-to-have. Donc si on considère que ça, c'est vraiment le point clé, une application qui n'est pas accessible pour un individu, parce qu'il présente des déficiences, parce qu'il est dans une situation qui ne permet pas d'accéder à l'information ou au service, on a une efficacité nulle. Donc on est d'accord que rendre son application accessible, c'est simplement répondre aux critères d'efficacité pour le plus grand nombre. Donc c'est vraiment une question fondamentale et on devrait justement l'intégrer vraiment dans les projets numériques comme étant une chose obligatoire. J'allais dire peut-être même y penser dès la première version du produit. Donc ça, c'est pour vous parler des enjeux, enfin de l'importance au moins théorique de cette notion d'accessibilité. Maintenant, si on regarde statistiquement parlant et la portée que peut avoir ce genre d'action, le fait de rendre une application plus accessible. Par rapport à la population française, les chiffres que je vous donne là sont pas forcément tout récents parce que c'est difficile de trouver des données, notamment pour les déficiences, mais ce sont quand même des chiffres qui sont publiés par l'INSEE, par le CREDOC depuis dans le créneau des 2-3 dernières années. Donc vous allez voir que c'est quand même un phénomène assez important. Les premiers concernés statistiquement parlant par des problèmes d'accessibilité, ce sont les gens qui essayent d'accéder aux services numériques à travers un smartphone, notamment les mobinautes qui seraient les utilisateurs d'Internet sur un mobile. Ils sont très nombreux en France, vous savez que c'est un phénomène qui va croissant, le fait d'utiliser son smartphone, y compris en particulier pour les jeunes générations. Ces utilisateurs présentent des problèmes d'accessibilité, une forme de handicap, nous sommes d'accord, puisque finalement, ils ont, si on regarde bien, un champ visuel restreint. Ils ont éventuellement des contraintes parce qu'ils sont en déplacement. Par exemple, ils sont en train de marcher ou ils sont dans un métro avec des mouvements du véhicule qui les font bouger. Donc, au niveau des fixations sur l'écran, on a plus de difficultés à lire des textes, à repérer des informations. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui ont, même de manière transitoire, une forme de handicap. Et ces gens-là, il se trouve qu'on a depuis un certain temps, ont compris l'importance justement de s'occuper de leur cas.
Et on parle d'ailleurs de mobile first quand on fait de la conception pour des interfaces qui concernent plusieurs écrans, parce qu'on sait justement que c'est le cas le plus problématique et il faut le traiter en premier. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait avoir la même démarche pour les autres problèmes d'accessibilité. Mais on n'en est pas là. C'est un petit pas, comme je l'ai écrit dans le titre, un petit pas pour les designers, mais voilà, il faudra continuer dans cette direction-là. Et on verra qu'il y a de plus en plus de choses qui nous facilitent la vie, qui nous incitent justement à aller dans cette direction. Donc les mobinotes, naturellement autre type de petites déficiences dont on parle assez fréquemment quand on fait du design d'écran, en tout cas visuel, ce sont les daltoniens, puisqu'on sait qu'ils ont une perception altérée des couleurs et donc potentiellement une perte d'information si l'information ne passe que par la couleur. Le type de daltonisme le plus fréquent, ce sont les deutéranopes qui mélangent du coup le vert et le rouge, hein, ça c'est assez connu. Ce qu'on sait moins en général, c'est que les hommes sont plus touchés que les femmes. Bon, et vous voyez, ces chiffres sont quand même assez importants. Probablement, dans votre entourage, aussi bien personnel que professionnel, vous connaissez des daltoniens, vous n'avez pas forcément conscience de leurs difficultés au quotidien, parce que c'est des gens qui, voilà, depuis très longtemps, se sont adaptés, ont développé des workarounds pour pouvoir vivre à peu près normalement. Mais c'est vrai qu'on a déjà des bonnes pratiques intégrées sur le fait de « Ah, attention, ça peut poser problème aux daltoniens ». Donc là aussi, on a un petit pas qui a été fait. Autre petit pas, les seniors. On est tous conscients aujourd'hui du potentiel que représente cette tranche de la population. Bon, seniors, statistiquement, c'est 65 ans et plus. Hein. Je ne sais pas si vous êtes concernés ou pas, mais donc sachez qu'à partir de cet âge-là, on verse dans une nouvelle tranche marketing. Donc, les seniors sont très nombreux en France et surtout, ils sont très demandeurs d'utiliser les technologies pour leur faciliter la vie, notamment pour être en contact avec leur famille, être autonome au quotidien, etc. Donc ça, c'est une vraie manne. Donc naturellement, on prend soin d'eux et on commence à se poser des questions sur comment justement tenir compte des handicaps liés à l'âge, des pertes de fonctions visuelles, cognitives, auditives. Donc ça, on commence à bien intégrer cette problématique. Celle qui est moins intégrée, c'est la problématique des handicapés de manière plus large. Et ils sont quand même très nombreux, quasiment aussi nombreux que les seniors. Les handicapés reconnus administrativement, il y a tout type de handicap, hein, ça va de l'incapacité, j'allais dire mineure, disons isolée, à un polyhandicap assez lourd. Et toute cette diversité d'individus, c'est vrai que là, c'est un peu les exclus du système. C'est-à-dire que quand on essaie de faire des expériences qui enchantent toute notre population, etc., éventuellement, on va bien sûr penser à enchanter les mobinotes, on va penser éventuellement à ne pas poser de problème aux daltoniens, on va essayer d'enchanter les seniors dans leur spécificité, mais les handicapés, c'est quand même moins fréquent de s'adresser directement à eux. Ce sera du coup des produits spécifiquement adressés pour les handicapés, et donc ce n'est pas du design inclusif, on fait finalement un traitement différencié, discriminant pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, elles n'ont pas la même expérience que les autres, elles ne partagent pas la même expérience que les autres. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Maintenant, les handicaps, ils sont de nature très diverse. Hein. Là aussi, on a tout un panel de handicaps différents. On a tout ce qui est handicap moteur, perceptif, donc surtout visuel, auditif. Il y a d'autres types de perte de perception, notamment du tactile, mais c'est vrai que la plupart des informations que nous, on traite en tant qu'être humain, ce sera du visuel à 80% et le reste majoritairement de l'auditif. Naturellement, quand on en est déficient, on va développer d'autres facultés sensorielles, hein, l'olfaction, par exemple, le tactile va être beaucoup plus sensible, mais malheureusement, il y a peu d'interactions dans ces sphères-là qui sont proposées actuellement. Donc, les principaux handicaps perceptifs pour le numérique, ce sera ces choses-là. Les handicaps de type cognitif sont divers aspects aussi. Il y a tout ce qui est lié à des maladies, des troubles mentaux, à des déficiences intellectuelles, des retards, tout ce qui est trouble 10 par exemple. Donc toutes ces problématiques-là peuvent poser des problèmes effectivement de compréhension, de gestion de la charge mentale, etc. Il y a aussi tout ce qui est maladies invalidantes. Donc là, on vous mentionne les maladies respiratoires, digestives, qui peuvent effectivement poser des problèmes de continuation du travail, par exemple de maintien de la concentration. Mais il y a aussi tout ce qui est épilepsie, qui peut poser aussi d'autres problèmes dans la gestion des interfaces. Donc, on a toute cette panoplie et ces diversités de handicaps sont relativement bien documentées. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les problèmes rencontrés par ces personnes-là et en général, on a des moyens d'y remédier. Surtout, on a conscience de l'importance quand même d'améliorer la vie de ces gens-là.
Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la majeure partie des handicaps, ce ne sont pas des handicaps visibles, ce ne sont pas des handicaps immédiatement décelables. C'est sûr que si vous avez une personne en fauteuil roulant, une personne qui a une canne, un chien, ou qui visiblement a un port de tête qui montre que elle est plus à écouter qu'à regarder ce qu'elle a en face d'elle, clairement, on voit qu'il y a un handicap. Pareil, le handicap auditif, si la personne vous demande de parler très fort ou s'exprime en langage des signes, naturellement, là, c'est un petit peu plus facile. Par contre, pour tout ce qui est maladie de problèmes cognitifs et puis maladies invalidantes, ça va parfois être des choses qui sont cachées, dont on n'a pas conscience. Donc des gens qui sont dans la galère au quotidien et qui, malheureusement, ont soif de reconnaissance et sont un petit peu oubliés. Donc là, c'est vraiment des choses à creuser, aller à la rencontre des gens pour savoir quelles sont leurs difficultés au quotidien, parce que ils ont tendance à faire avec, on va dire. Alors que notre but, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Autre chose, il faut tenir compte du fait que le handicap, ça peut concerner tout le monde. Tout utilisateur potentiellement, nous-mêmes, pouvons être handicapés à un moment de notre vie. Il y a certes des handicaps permanents qui sont liés à des problèmes de naissance ou à la perte d'un bras, par exemple. Bon, c'est quelque chose de durable. Il y a des choses qui sont plus temporaires, comme par exemple, si je me casse un bras, si j'ai un bras en écharpe, je ne vais pas pouvoir utiliser ma main. Donc, c'est sûr que je vais avoir des problèmes d'interaction. Je peux avoir, par exemple, des problèmes au niveau du langage. Si je suis aphone, clairement, ma commande vocale, je vais avoir du mal. Donc, il y a des choses plus ou moins impactantes, bien sûr, dans les situations temporaires. Il y a des choses aussi auxquelles on ne pense pas, mais ça peut être des choses complètement situationnelles. Donc là, par exemple, avoir un enfant dans les bras parce qu'on est jeune parent et qu'on ne peut donc pas se permettre de laisser l'enfant tout seul. Le fait d'être un conducteur distrait, ça peut être aussi même notre fameux mobinote qui se promène dans la rue et qui a un environnement lumineux très, très fort. Pareil, sur mon smartphone, l'environnement bruyant, ça va m'occasionner une perte d'information si vous m'envoyez des notifications sonores. Donc, toutes ces situations-là, potentiellement, posent des problèmes d'accessibilité. Ça veut dire qu'on est bien au-delà des 12 millions que j'avais sur ma diapo. C'est-à-dire que voilà, si j'améliore l'accessibilité de mon service, si je fais en sorte que même dans des conditions de visibilité très difficiles, j'arrive à voir l'information, que je ne fais pas que passer par de l'auditif pour transmettre des notifications, etc., j'améliore les choses. Si j'ai de la commande vocale pour permettre aux gens qui n'ont pas d'aptitude motrice temporairement, de manière permanente, ça leur rend service, mais il faudra que j'ai des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas vocaliser. Vous voyez, cette réflexion-là, en fait, elle rend service à beaucoup de monde potentiellement. Donc, elle a un retour sur investissement potentiellement beaucoup plus large que ce qu'on pense. De manière générale, si je dois revenir sur la notion de handicap, il y a une chose à se rappeler, c'est que le handicap, il n'est pas inhérent à la personne. Il n'est même pas inhérent à l'outil, c'est en fait une combinaison. Et le handicap, c'est un résultat, en fait, c'est une limitation d'activité. On ne peut pas avoir une vie normale. On ne peut pas faire les choses de la même manière que les autres personnes, comme on devrait pouvoir le faire en société. Donc ça, c'est justement important à savoir parce que le handicap, faut pas être fataliste par rapport à ça. Justement, c'est quelque chose qu'on peut remédier. On peut soigner le handicap à tout moment. Voilà, le handicap, c'est une conjonction. Il y a un manque, une altération substantielle, donc que ce soit une fonction qui manque, une fonction motrice, une fonction cognitive qui soit altérée, ou que ce soit un manque parce que j'ai pas de bande passante, parce que j'ai une vieille machine, parce que je suis pas connectée à Internet, j'ai quelque chose qui m'empêche de bénéficier des fonctionnalités telles qu'elles sont prévues. Et il se trouve que l'environnement ou l'outil n'a pas prévu justement de fallback, on va dire. Donc, c'est cette conjonction qui pose problème. Et à partir du moment où je peux agir sur un des deux aspects, je peux lutter contre le handicap. Donc, comme on peut difficilement déboulonner ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas équiper forcément tout le monde avec des nouvelles machines, on ne va pas forcément pouvoir remédier à un trouble substantiel de la personne, au moins agir ici, on fait décroître le handicap. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important et qu'il faudrait valoriser. Parce que la lutte contre le handicap, justement, il y a plein d'incitations qui sont faites à la mesure, parce que c'est vraiment un choix sociétal, j'allais dire, d'essayer de lutter contre ce handicap et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus de toutes ces activités. C'est juste une question d'éthique et
et de démocratie, on va dire. Justement, il ne faut pas penser, je parlais d'outils inadaptés, il ne faut pas penser que les technologies, c'est forcément une source de handicap. Au contraire, les technologies sont une formidable avancée pour pouvoir améliorer le quotidien des personnes qui ont des handicaps. Et notamment, on a pas mal de technologies dans le domaine des troubles visuels. Donc là, je vous ai mis trois principaux outils de lecteurs d'écran qui sont utilisés. Donc très majoritairement encore, c'est JAWS, après NVDA et VoiceOver. Donc ça, c'est une technologie Microsoft qui est payante. Donc, et quand je dis payante, elle est, voilà, faut compter plus de 1 000 €. Donc c'est quand même quelque chose, un investissement qu'il faut envisager. NVDA, c'est de l'open source par une société qui s'appelle NV Access. Et VoiceOver, c'est développé par Apple sur toutes les machines Apple. Le principe de ces lecteurs d'écran, c'est de pouvoir justement fournir une alternative textuelle à tous les outils qui passent habituellement par le visuel. Donc en gros, ils vont retranscrire vocalement ce qui est affiché à l'écran. Sous réserve, bien sûr, qu'on ait pu leur communiquer les informations, puisque eux-mêmes ne bénéficient pas de la vision. Donc c'est ce qu'on va voir, comment on communique avec ces outils-là. Je vous ai mis ici un petit lien pour aller voir comment fonctionne un lecteur d'écran, parce que c'est vraiment quelque chose, il faut le voir pour le comprendre. C'est très, très, très compliqué à utiliser. C'est compliqué fonctionnellement, c'est compliqué à gérer mentalement. C'est un outil, bien entendu, qui peut se paramétrer en termes de vitesse, etc. Mais quand vous voyez des non-voyants à l'œuvre, finalement, quand ils se sont appropriés leur outil, ils mettent les vitesses maximales, etc. Moi, je suis incapable de suivre. Quand je les vois en test utilisateur, je suis juste bluffée. Ils ont des problèmes énormes d'efficience à cause de l'outil, mais ils ont une capacité, eux, à traiter les informations à une vitesse pas possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut l'expérimenter pour le voir. N'hésitez pas, vous, à vous approprier. Alors, JAWS demanderait justement une licence, mais éventuellement NVDA ou VoiceOver pour voir déclencher ces outils et voir comment ça fonctionne. On est donc essentiellement dans le visuel, encore une fois, parce que beaucoup de choses passent par le visuel aujourd'hui. On a naturellement d'autres outils qui nous permettent notamment de gérer la saisie, donc l'entrée des informations là aussi pour des troubles visuels, mais aussi de faire des commandes vocales. Donc si on a par exemple des troubles de motricité, on peut utiliser justement la commande vocale pour ne pas passer par des interactions au niveau des mouvements. Il y a des petites technos, mais c'est vrai que l'essentiel des technologies d'assistance qu'on peut trouver, c'est des choses à destination des non et malvoyants. Okay. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent et qui justement sont vraiment très bénéfiques pour maintenir l'activité des personnes qui présentent des handicaps lourds. Donc à nous de faire en sorte justement qu'on puisse activer ces outils-là. Je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Il faut savoir aussi que on essaye justement de faire avancer les choses par des mesures réglementaires et notamment l'État légifère depuis un certain nombre d'années pour favoriser l'inclusion. Donc la première démarche, ça a été le fait qu'en 2005, la loi de l'égalité des chances, des droits et des chances a notamment imposé pour les entreprises à partir de 20 salariés d'employer au moins 6% de leur effectif auprès de personnes qui sont des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui a permis de prendre conscience de la problématique des personnes handicapées qui essayent de conserver leur emploi, de développer des outils, de commencer à lancer la réflexion. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important et qui a été assez déterminant justement pour l'arrivée de ces nouveaux outils, de ces nouveaux process. Autre chose, 2015, un petit peu plus tard, on a eu ce fameux RGAA dont on entend pas mal parler si on s'intéresse à l'accessibilité, le référentiel général de l'accessibilité pour les administrations. Depuis 2015, les services publics numériques sont obligés d'être accessibles à toute la population, y compris les personnes qui présentent des déficiences. Donc, il y a eu toute une liste de réglementations, je reviendrai dessus, de recommandations qui doivent être suivies, appliquées pour que les services puissent être accessibles par tous. Ça, en 2015, c'était pour les administrations. Depuis 2019, on a un décret qui étend ce principe aux entreprises qui génèrent un très gros chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si vous êtes concernés directement, mais pour l'instant, ça s'adresse qu'aux grandes entreprises de cette taille-là. Bien sûr, peut-être qu'à terme, on va essayer d'étendre aux plus petites structures. De manière générale, on essaie de réfléchir en termes de charges proportionnées, c'est-à-dire qu'on ne va pas exiger de la part des petites structures qui ont peu de moyens et du coup aussi un public
moins large de personnes concernées par les handicaps d'investir beaucoup. Donc naturellement, on commence par les plus gros et on espère que justement vont se développer des outils qui petit à petit bénéficieront aussi aux plus petites structures. Mais sachez que de manière générale, voilà, on essaye au niveau de l'État de faire passer certains messages et de faire avancer certaines choses, et notamment de passer de cette logique qui auparavant était la logique de l'exclusion, donc il y avait certaines personnes qui étaient totalement exclues du système, voilà, faute de pouvoir faire autrement, et puis de petit à petit d'aller vers l'inclusion. Donc voilà, pas traiter les gens séparément ni leur donner un traitement spécifique à l'intérieur de la société, mais simplement faire en sorte que les outils soient utilisables par tout le monde de la même manière, le même outil par tout le monde. OK ? Donc, les autres entreprises qui ne sont pas concernées, par exemple, quel intérêt pour elles d'investir pour l'instant ? Petit argumentaire, l'accessibilité numérique elle est avantageuse pour tous. C'est une démarche éthique, donc forcément, à partir du moment où vous montrez votre ouverture vers ce genre de public, vous valorisez votre image de marque. Il y a aussi une ouverture à une nouvelle audience. Je vous rappelle que ces gens-là, actuellement, n'ont pas potentiellement la possibilité de faire une activité. Si vous leur donnez la possibilité de le faire à travers vos outils, forcément, vous allez gagner des parts de marché. Et il y a un potentiel de fort engagement auprès de ces personnes-là, puisque justement, vous êtes la solution unique, donc il va y avoir une certaine reconnaissance et une adhésion à votre produit, rien que par le fait de leur avoir fourni ce soutien-là. Donc ça, c'est super important. Et il faut penser aussi qu'on peut y gagner sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que cette démarche d'accessibilité, vous allez voir, elle passe par des outils qui sont compatibles et même complémentaires avec d'autres approches comme faire en sorte que son site soit compliant avec le web sémantique, améliorer son référencement dans les moteurs de recherche, développer des interfaces vocales. Tout ça, ce sont des choses qu'on fait habituellement pour le public, le grand public, le public pas concerné par les handicaps, mais avancer dans cette voie-là, c'est aussi avancer en termes d'accessibilité pour les personnes déficientes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Maintenant, comment réaliser ça justement ? Faut savoir qu'on a déjà des référentiels existants, des référentiels de bonnes pratiques qui nous permettent d'avancer en accessibilité numérique. Alors, vous allez voir qu'essentiellement, ça va être des choses qui concernent le web. Et c'est un souci parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un gros manque d'interopérabilité dans les technologies de l'information et de la communication, surtout si elles ne passent pas par le web. Chacun a son langage, chacun a son lexique, donc finalement, il est difficile de faire communiquer entre les outils, et notamment faire en sorte que les lecteurs d'écran puissent récupérer les informations et les retranscrire de manière verbale à partir d'un logiciel, par exemple. Donc, plutôt que d'essayer de donner des solutions pour tout le monde, on s'est dit, on va essayer déjà de créer la notion d'accessibilité web et de faire en sorte que les outils web qui sont déjà assez interopérables entre eux arrivent à faire fonctionner ce système d'accessibilité. La structure, le consortium qui légifère, on va dire, qui réglemente plus exactement les bonnes pratiques du web, c'est le W3C, World Wide Web Consortium. Donc ce W3C a créé un groupe de travail dédié à l'accessibilité, le WAI, le Web Accessibility Initiative. Donc ce groupe de travail a comme mission de proposer des référentiels spécialisés dans l'accessibilité. Et là, il va traiter toute la chaîne. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, parce que ce qu'on entend le plus souvent parler, c'est le fameux WCAG qui est là, représenté par le contenu affiché à l'utilisateur. C'est donc tout le balisage, la sémantique derrière une page web pour pouvoir justement décortiquer cette page avec une technologie d'assistance. Mais en amont, il y a aussi tous les logiciels qui permettent de créer ces pages. Donc, il faut que ces authoring tools soient eux-mêmes accessibles et qui permettent justement la génération du bon code. Donc, il y a tout un tas de réglementations, de recommandations à respecter de ce côté-là. Côté utilisateur même, il y a le navigateur, par exemple, ou les technologies d'assistance. Elles aussi doivent comprendre et respecter les spécifications du W3C pour pouvoir retranscrire l'info. Donc, tous ces outils-là doivent être adaptés. Et même si ce qu'on entend le plus parler, c'est ce fameux référentiel, le WCAG qui s'adresse ici, finalement, on a besoin de toute la chaîne. Et c'est le travail du W3C de faire en sorte que tout fonctionne bien. Je vais donc aller un peu plus sur le WCAG, puisque c'est ce qui intéresse la plupart d'entre vous, je pense. Le WCAG en est à sa version 2.1 et son principe, c'est de présenter des critères, pas des critères, d'ailleurs c'est une petite erreur ce que j'ai mis ici, c'est des valeurs, des grands principes piliers qui eux-mêmes se découlent en principe,
en critères, et pour chaque critère, vous avez des techniques qui vous permettent de les appliquer. Donc, les grandes valeurs, ce sont le fait que l'interface doit être perceptible par tous. Perceptible, c'est justement pouvoir percevoir l'information. Donc là, on va avoir plusieurs principes, mais ces principes vont être du type prévoir systématiquement un équivalent textuel à tout contenu non textuel. Donc là, une recommandation d'un principe de ce type-là va intéresser à la fois les non-voyants et les non-entendants, puisque si par exemple il y a une image, je vais avoir l'équivalent texte de cette image, et si j'ai par exemple une vidéo avec du son, j'aurai des captions, j'aurai une retranscription textuelle de ce son. Donc voilà, ce sera ce genre de choses. On a donc une valeur perceptible, une valeur utilisable. Donc là, ça complète un petit peu ce qu'on avait avec la norme 9241. L'idée, c'est de simplifier la navigation et de la permettre au clavier pour tous. Donc, par exemple, c'est un des critères. Il y en a plusieurs aussi au niveau de l'utilisabilité, mais là, le but, c'est de supplanter la navigation qui ne peut pas être, par exemple, par clic, pour pouvoir la remplacer avec une navigation au clavier pour les personnes qui ne voient pas les zones de clic. Au niveau de la compréhension, on peut avoir des recommandations du type rendre le contenu textuel lisible, faire en sorte qu'il puisse être discriminé du contexte. Effectivement, pour comprendre un texte, il vaut mieux pouvoir le lire déjà, première chose. Après, il y aura des choses au niveau des mots utilisés, le fait qu'ils ne soient pas trop complexes, qu'ils soient bien documentés, etc. Il y a des choses concernant la robustesse. Donc, la robustesse en informatique, c'est le fait de pouvoir faire tourner une application sur un grand nombre de périphériques, de terminaux. L'idée, là, c'est par exemple d'optimiser la compatibilité de l'application avec les technologies d'assistance, donc faire en sorte que le lecteur d'écran puisse lire le contenu. Voilà, ça, c'est les piliers. Et donc, on a pour chaque pilier différents principes qui passent par des critères. Et je vais vous donner une illustration des critères. Et avant toute chose, sachez qu'en fonction de votre adéquation avec ces critères, vous avez la possibilité d'atteindre 3 niveaux différents de compatibilité avec le WCAG, le A, le AA et le 3A. Le 2A, c'est vraiment ce qui est recommandé pour les applications courantes. Par exemple, là, si vous êtes en A, clairement, vous avez une application qui est jugée insuffisamment accessible. 3A, c'est vraiment pour des déficits assez lourds, donc des populations vraiment particulières. C'est-à-dire que là, tout doit être faisable, tout doit être accessible, que je sois sourd, que je sois aveugle, que je sois en incapacité motrice, etc. Donc effectivement, là, c'est beaucoup plus contraignant. Là, c'est le curseur qu'on va utiliser pour tout ce qui est site web grand public. Et notamment, ça a été intégré automatiquement par le W3C dans sa norme HTML5. Y étant antérieur, ils ont transmis leurs recommandations pour que HTML5 applique automatiquement dans ses critères de spécification ce niveau-là. Okay, donc, le type de recommandation qu'on a, c'est par exemple des recommandations concernant le contraste entre le fond et la police. On a, selon qu'on est en niveau 2A ou en niveau 3A, des contrastes plus ou moins contraignants. Notez que ce contraste n'a pas besoin d'être le même selon que le texte est un grand texte ou un texte plus petit. Les éléments visuels aussi n'ont absolument pas de raison d'avoir un contraste ici à partir du moment où ils ne peuvent pas être utilisés pour obtenir un niveau 3A. OK ? Donc ça, en tout cas, il leur faut absolument une alternative, plus exactement. Vous pouvez avoir une flexibilité, mais il faut impérativement que vous ayez une autre solution en système 3. Ok, donc voilà, ça c'est le WCAG se présentera de cette manière-là. Il y a un autre référentiel qui est publié par le W3C, c'est le YARIA. Et le YARIA, il vient compléter cette spécification pour tout ce qui n'utiliserait pas directement l'HTML5. Vous êtes en HTML4 ou vous développez vos propres composants HTML, du coup, il n'y a pas forcément le web sémantique qui est associé, il n'y a pas forcément toute la rigueur associée à la norme WCAG 2A. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de rajouter des petites balises, des petits attributs dans notre code source qui vont être des balises de rôle, par exemple pour spécifier qu'un élément est de type menu, qu'un élément est un item de liste. Pourquoi on utiliserait ça? C'est justement si on n'a pas utilisé la balise classique LI, il faut pouvoir spécifier au lecteur d'écran qu'il s'agit d'un item de liste. Il y a des statuts, par exemple, tout ce qui est le fait d'être coché, le fait de ne pas être présent à l'écran, un champ hidden. Si vous le mettez, s'il n'est pas clairement estampillé hidden parce que vous ne respectez pas la norme HTML5, du coup, le lecteur d'écran va le lire. Donc, si vous voulez qu'il n'apparaisse pas et qu'il soit réservé pour le système, il faut le préciser.
Il y a d'autres éléments, type des propriétés de libellé, le nom, ce qu'on appelle par exemple un ID qu'on met sur un groupe de boutons radio, par exemple, on va indiquer ce libellé avec la norme WIARIA. La parenté avec un autre élément, justement, le fait qu'il est relié à un autre élément plus haut dans l'interface, par exemple le lien entre un sous-menu et son menu. Donc voilà, ça c'est des petits éléments qui vont se rajouter dans le code. Là, je vous montre l'exemple justement d'un élément qui a été détourné de la norme HTML5. Si je veux représenter une checkbox avec un LI, je peux le faire. À partir du moment où j'ai une feuille de style, je peux très bien modifier tout ce que je veux pour qu'elle soit plus jolie, présentée sous forme d'itération, justement, je fais un LI. Sauf que là, c'est retranscrit comme un LI et non pas comme un checkbox par le lecteur d'écran. Donc, pour pouvoir changer ça, qu'est-ce que je fais? Je rajoute des petits éléments du type role checkbox. J'explique que c'est une checkbox et j'explique qu'elle a la valeur cochée pour que le lecteur d'écran puisse dire que c'est une option qui a été cochée. OK? Donc voilà, ça c'est le principe. Donc à partir du moment où je dispose de ces petits attributs, le lecteur d'écran est quand même capable de comprendre, même si j'ai mon code spécifique, comment ça fonctionne. Voilà, donc ces deux règles-là sont intéressantes. Maintenant, il y en a une autre dont j'ai déjà parlé, le fameux RGA. Donc lui, en fait, au départ, il était inspiré du WCAG et de cette norme-là. Depuis la version 4, c'est plus uniquement que ces normes-là, puisqu'on a retiré les références justement au WCAG. Je ne vais pas aller dans les détails de ça, mais ça fait débat actuellement, donc je ne sais pas s'ils reviendront en arrière, mais ça pose assez de soucis à la communauté, justement, aux personnes qui se préoccupent de la situation des handicapés. C'est en fait donc une liste de recommandations que vous êtes censé respecter, notamment si vous correspondez au profil que je vous ai dit avant. Ce respect est contrôlé par le ministère chargé des personnes handicapées. C'est valable pendant 3 ans. C'est-à-dire que si vous avez passé l'expertise, en gros, vous avez passé le contrôle technique, c'est valable pendant 3 ans. En fait, on vous attribue une sorte de label que vous pouvez éventuellement afficher sur votre produit. Et pour les administrations, on est obligé, et les entreprises de plus de 150 millions de chiffre d'affaires, on est obligé d'atteindre ce niveau-là d'accessibilité. Voyez, donc, selon les critères respectés, c'est un petit peu le même principe que WCAG, on va pouvoir cocher les cases, et puis plus on avance de là, plus on est compliant avec les personnes déficientes. Donc voilà, ça c'est la position qu'on est censé respecter quand on est une administration. Je vous donne un petit lien vers le référentiel et notamment toutes les démarches à respecter si vous êtes concerné par cette problématique-là. Je vous donne aussi l'accès à l'ancienne version, puisque comme je vous l'ai dit, avant, on avait des références directement aux bonnes pratiques du WCAG, ce qui était assez pratique. On avait directement tel critère du WCAG qui était respecté. Maintenant, on n'a plus cette référence-là. Et notamment, les entreprises aujourd'hui ont le choix encore d'utiliser cette norme-là si elles le souhaitent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser les deux versions. Vous avez toute une documentation pour vous expliquer les différences entre les deux. Voilà. J'en arrive à un autre petit chapitre, parce que là, je vous ai parlé des référentiels. Ce sont des outils, en gros, déjà clés en main, que vous pouvez utiliser et vous approprier. Maintenant, surtout si vous êtes UX designer, vous avez une approche centrée utilisateur, où ce qui vous préoccupe, c'est justement de travailler à proximité des utilisateurs, d'essayer de comprendre leurs besoins et pas simplement sortir des outils, comme on dit, en top-down, c'est-à-dire prendre des choses toutes faites et les appliquer sur votre terrain. Vous avez une approche plus terrain, et vous voulez construire en fonction des spécificités de votre terrain, en l'occurrence des spécificités du vécu des personnes handicapées. Donc là, ce que je vous conseille, c'est justement des petites astuces pour pouvoir concevoir des produits plus accessibles en respectant justement les petites astuces du UX design. Si vous avez envie d'adresser les troubles visuels, il y a des petites choses toutes simples à mettre en place pour pouvoir améliorer ça. Il y a des choses concernant les troubles cognitifs, il y a des choses concernant les troubles moteurs. Donc, je vous mets à chaque fois des petites clés. Par exemple, maqueter toujours en noir et blanc. Si vous voulez éviter justement que la couleur passe par justement, la signification passe par une couleur, faites en sorte que vos maquettes soient compréhensibles et puissent être complètement utilisées de bout en bout en utilisant du noir et blanc. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Si vous faites du maquettage type wireframe, abstenez-vous d'utiliser les couleurs le plus longtemps possible et laissez ça plutôt à la partie maquettage haute définition quand on essaie de traiter le look and feel.
Utilisez autant que possible des simulateurs pour le daltonisme. Vous voyez, je vous avais parlé du fait que bon, c'était un problème assez courant. Il y a plein de petits outils qui vous permettent de faciliter ça. Dans un navigateur comme Chrome, par exemple, vous avez des petits plugins qui vous permettent de déclencher la vision en fonction de Terranopsie, la Terranopsie, donc tous les troubles différents de daltonisme qui existent. Donc, vous pouvez activer ça. Et vous avez aussi une petite appli que je trouve sympa sur téléphone qui vous permet, en fait, en réalité augmentée, de voir votre environnement avec la vision d'un daltonien. Donc, vous pouvez activer différentes visions et vous pouvez notamment l'appliquer directement sur vos outils pour voir sur vos documents, sur vos chartes à l'écran pour voir comment ça apparaît quand on a ces troubles-là. Autre petite habitude à faire, essayez de voir un petit peu comment fonctionnent vos applications si vous désactivez les feuilles de style. Rien que pour voir la structure et pour voir comment aussi bien les utilisateurs qui n'ont pas la vision, donc qui utilisent des lecteurs d'écran, et aussi les crawlers qui viennent éventuellement indexer votre contenu, voient la page. Parfois, c'est assez déroutant. Donc ça, c'est un bon exercice à faire. Et puis, de manière générale, essayez d'installer chez vous des lecteurs d'écran et de voir comment ça se passe. Ça peut être intéressant aussi de se faire un petit test en interne, donc prévoir ça dans ses process, de faire un petit test lecteur d'écran pour voir ce qui se passe. Pour les troubles cognitifs, il y a la notion de lisibilité et de compréhension qui est super importante. Donc, faites attention à la simplicité, à la concision, balisez clairement vos textes pour qu'on puisse, avec des headlines, avec des hyperliens, pour accéder plus facilement à l'information. Moins vous chargez, moins vous obligez de lire les personnes qui ont des troubles cognitifs et de concentration, de mémorisation, plus vous leur facilitez la vie. La charge mentale, de manière générale, l'interface, elle doit être simple, flexible, dans le sens qu'on doit pouvoir désactiver des choses si c'est trop chargé à l'écran, pouvoir enlever des informations. Essayez de ne pas avoir trop d'options simultanées. Donc, si vous êtes ergonome, il y a des choses qui vous font sens. La loi de Hick, par exemple, le fait d'avoir des principes de simplicité, d'intuitivité, de cohérence, clairement, pour les troubles cognitifs, c'est quelque chose qui rend vraiment service. Même la Gestalt, je vous dis plein de mots techniques, peut-être que vous ne connaissez pas dans les détails, mais les spécialistes verront de quoi je parle. Ce sont en fait des aides qui font qu'on comprend de manière beaucoup plus immédiate les écrans sans avoir à spéculer, faire du travail mental dessus. Pour les troubles moteurs, il y a aussi des choses comme éviter les mouvements complexes ou très précis, surtout si on doit les répéter, c'est contraignant, par exemple de scroller beaucoup pour une personne qui aurait des troubles musculo-squelettiques au niveau de la main, par exemple. Donc on évite ce genre de choses, des gestes complexes au niveau, par exemple, des commandes gestuelles sur les écrans, donc par exemple le double pinch avec deux doigts pour écarter. Donc c'est des choses qui peuvent éventuellement être difficiles quand on a des problèmes de manipulation. Mettre en place des commandes vocales dans la mesure du possible. Voilà, surtout si la personne n'a pas du tout de possibilité motrice, ça sert aux voyants, mais ça sert aux personnes qui ont des aptitudes classiques, mais voilà, pour les personnes qui ont des déficits, c'est vraiment le seul moyen d'accéder aux fonctionnalités. Pour ce qui est de la démarche de recherche terrain, la fameuse user research, pour se rapprocher des utilisateurs et les comprendre, il y a des choses qui fonctionnent très bien comme l'observation et notamment la technique du shadowing. Donc le fait de suivre une personne, notamment par exemple une personne en fauteuil roulant, voir comment justement elle se débrouille dans son environnement, comment elle agit avec par exemple une borne interactive, comment ça fonctionne pour aller au travail, etc. C'est vraiment une technique super riche parce qu'il n'y a que par ce biais-là qu'on peut se rendre compte réellement des choses. Donc, c'est une forme d'immersion dans le quotidien de la personne, donc très utile dans le contexte des handicaps. Les entretiens individuels aussi, très important, prendre le temps de dialoguer avec la personne, alors venir avec un entretien semi-dirigé pour pouvoir adresser les questions principales, mais aussi beaucoup de questions ouvertes pour que la personne puisse vous faire part de ses difficultés personnelles, ses petites astuces, etc., comment elle arrive à contourner. Donc ça, c'est super important. Les focus group, éventuellement aussi, si vous avez la possibilité, par exemple, soit d'interviewer des groupes, une association de personnes concernées, ou même dans une organisation, par exemple, au travail, voir la personne handicapée, les personnes qui collaborent avec elle, comment ils arrivent à s'organiser, quelles sont leurs difficultés, quelles sont, au contraire, les choses qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc, c'est des choses très intéressantes. La technique clé, ce sera les tests utilisateurs dans le cas des handicaps, parce que vraiment, il n'y a que ça pour voir comment justement ils arrivent, quelles sont les difficultés rencontrées en manipulant l'outil. Dans ces cas-là, il faudra avant tout privilégier le qualitatif, c'est-à-dire qu'on n'essaiera pas de faire 50 tests. Déjà, vous allez galérer à recruter du monde, mais c'est surtout qu'on va avoir des échanges très riches et surtout individualisés. Chaque handicap est unique.
Chaque justement petite méthode que les gens auront mis en place pour s'en sortir, c'est des choses uniques. Donc, il faut vraiment privilégier le dialogue pour récupérer un maximum d'informations qualitatives. Les difficultés de recrutement, j'en ai parlé, effectivement, surtout si vous avez des polyhandicaps, si vous avez besoin de croiser plusieurs variables, comme une personne qui présente un handicap, plus qui a un niveau d'expertise dans un domaine métier, qui a des habitudes de déplacement et transport en commun, etc. C'est autant de facteurs qui vont du coup différer la possibilité d'avoir votre quota d'utilisateurs disponible. Donc prévoyez bien que ça va être quelque chose de pas évident. Je te donnerai une petite clé tout à l'heure pour effectivement avoir un vivier d'utilisateurs quand même à porter qui est plus facilement. Mais donc ça c'est toujours un peu difficile quand on fait des tests utilisateurs pour les personnes handicapées. Essayez de privilégier toujours les tests en contexte naturel. Autant pour le standard, on vous dira qu'un test en labo, un test à distance, c'est tout à fait facile à réaliser et il n'y a pas spécialement de limitation, que dans ce cas-là, c'est quand même très important parce que la personne, justement, a ses habitudes. Elle a réussi à mettre en place un certain nombre de choses. Donc, plus on est dans son contexte naturel habituel, mieux c'est. Ça la déroute moins et surtout, vous avez vraiment les conditions de pratique habituelle. Si ce n'est pas possible, demandez à la personne au moins, proposez-lui de venir avec ses outils. S'il y a une plage braille, s'il y a un lecteur d'écran, déjà, c'est un type d'outil. Donc, on ne fait pas lire une personne qui est habituée à JAWS avec NVDA, ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est surtout qu'en général, les gens ont paramétré leurs outils. Ils ont sélectionné une langue, une vitesse, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel ils sont habitués. Si vous les perturbez, si vous changez leurs habitudes, vous allez obtenir des effets de bord qu'il faudra éviter à tout prix. Donc, si vous pouvez venir avec ça, prévoyez, justement, ça leur fera plaisir et puis vous aurez des résultats quand même nettement plus fiables. Toujours effectuer un test pilote, ça c'est une recommandation quand on fait un test utilisateur, mais en particulier dans ce cas-là. Et prévoyez justement que si vous avez des outils qui peuvent être des outils apportés par la personne, que du coup votre test pilote, ce sera un test vraiment, on tâtonne, mais peut-être que le jour J, il y aura aussi des problèmes qu'on va constater. Donc le but c'est d'anticiper le maximum de problèmes par rapport à votre installation, mais voilà, peut-être qu'il y aura des incertitudes le jour J, donc on prévoit des battements plus larges entre les passations pour pouvoir justement configurer, installer, s'il y a des problèmes de branchement, etc. Mais prévoyez bien de faire ce test pilote, c'est super important. Justement, adapter le temps de passation, le temps pour la tâche, parce que de manière générale, une tâche comme par exemple l'enregistrement dans un formulaire, j'ai fait l'expérience chez Ludotique, notamment pour un programme de fidélité dans l'aérien, enregistrer un compte utilisateur, 45 minutes pour créer un compte. Imaginez, nous, la patience qu'on aurait, ça fait longtemps qu'on serait parti, eux, dans la mesure où, encore une fois, là, ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est le fait de pouvoir le faire. D'habitude, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est mieux, finalement, que ce soit pas très efficient, ça prend du temps, mais le service, il est là. Donc, quand vous les interviewez à la fin, ils sont super contents, même s'ils ont mis 45 minutes. Donc, prévoyez en tout cas au moins 3 fois le temps qu'une personne sans déficience ferait, et notamment, prévoyez, si vous avez votre test pilote qui est fait par une personne qui n'a pas de déficience, que ce temps ne sera absolument pas révélateur de ce que vous aurez le jour J. Surtout, ça c'est un problème, parce que c'est un peu un biais de travail du designer, c'est on va être tenté quand on fait un test utilisateur pour une personne handicapée d'aider, de guider. Ça, c'est un souci, c'est qu'on va avoir tendance, avec notre empathie, à forcer l'aide, à essayer de guider. Il faut se retenir, ça va être difficile, mais il faut. Et puis, pensez que c'est quand même un gros effort demandé. Donc, les participants à ces tests-là, il faut les indemniser, ça me paraît plus que légitime. Éventuellement, il y aura peut-être un accompagnant aussi à indemniser, parce que s'il vient avec une personne, il faudra que cette personne-là donne de son temps aussi. Donc, prévoyez aussi ce budget-là. De manière générale, en soins UX du test, encore plus ici qu'ailleurs, c'est que l'utilisateur, votre testeur, c'est un utilisateur de votre test lui-même. Donc, faites en sorte que l'accueil dans les locaux soit agréable, éventuellement aller chercher à l'arrêt du bus, enfin voilà, essayez de soigner ça. Accueil, déroulement et suivi. C'est pareil, ils sont venus, ils ont donné leur temps, ils vous ont expliqué leurs difficultés au quotidien. Les laissez pas, c'est pas parce qu'ils ont fait 1 heure avec vous qu'après ils n'ont plus de nouvelles. Non, au contraire, allez, revenez vers eux, dites-leur ce que vous avez réussi à obtenir comme info, super important, on soigne ça.
Le but, voilà, c'est d'essayer de voir dans le cas spécifique de la personne handicapée, quelle est l'expérience utilisateur, donc aussi bien l'utilité, le besoin, est-ce que c'est utilisable pour elle avec ses spécificités, est-ce que dans son cas particulier, est-ce que le produit est désirable, sachant qu'on tient compte quand même de l'accessibilité comme un élément phare. Donc voilà, ça c'est vraiment les clés que nous amèneront notre test utilisateur. Il y a des outils spécifiques dans lesquels vous pourriez investir si vous êtes intéressé notamment par évaluer l'émotion des utilisateurs lors d'un test. C'est des petits outils qui sont vraiment basés sur le sensoriel justement. Donc vous avez le SEI par exemple, on a ça chez Ludotique, il y a une petite palette d'outils qui permettent en fait d'exprimer, on touche la forme et ça permet justement de dire est-ce que l'expérience nous a semblé ardue, difficile, etc. Vous voyez, ces formes sont soit douces, soit avec justement des picots. Donc, ça leur permet de plus facilement retranscrire l'émotion qu'ils ont ressentie dans l'interaction. Vous avez un autre système avec une petite tablette qui s'appelle TactUX où c'est des petites textures différentes. Bon, celui-ci est encore en bêta, il est moins connu que celui-là, mais c'est des petits outils que vous pourriez éventuellement envisager de prendre si vous réitérez régulièrement des tests utilisateurs. Ça, c'est un petit truc qui est apprécié en général. De manière générale, il faudra en faire une démarche qualité, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que tout le monde dans votre projet a un impact potentiellement sur l'accessibilité, que ce soit le chef de projet, que ce soit l'UI designer, que ce soit l'intégrateur, le développeur, l'éditorial. Tout le monde a un rôle à jouer et peut donc se former, se sensibiliser à l'accessibilité. Faites-en une démarche d'équipe, un cheval de bataille ensemble. L'accessibilité, elle doit être dans le cahier des charges. Tous vos contributeurs doivent être informés des critères que vous vous fixez, des engagements que vous vous fixez. Je vous invite à aller voir le référentiel Opquast et voir notamment comment ils traduisent les différents pans de l'UX, depuis la visibilité au sens qu'on trouve votre interface jusqu'à une manière de les percevoir, c'est-à-dire percevoir les infos, comment techniquement vous gérez les choses, quel contenu, service vous utilisez, vous proposez. Tout ça, c'est très adapté. Cette démarche-là, elle est très adaptée dans une démarche d'accessibilité et elle s'applique à tous les projets web. Elle s'adresse à tous les interlocuteurs et elle vous donne des clés justement pour pouvoir mettre des choses dans votre cahier des charges. Vous engagez sur la durée à respecter une certaine charte qualité. De manière générale, si vous avez besoin pour démarrer, pour vous lancer, n'hésitez pas à demander à des gens qui régulièrement travaillent avec des personnes handicapées parce que ce n'est pas évident. Donc éventuellement prendre un accompagnement pro pour vous lancer et construire ces fameux référentiels internes dans vos entreprises. Dernière slide pour vous dire que c'est quelque chose qui se développe, la notion de maîtrise d'usage. Maîtrise d'usage, c'est les représentants de vos utilisateurs. N'hésitez pas à faire une maîtrise d'usage orientée handicap et notamment, oups, je suis revenue en arrière, pardon, et notamment le fait d'avoir, donc, aux côtés de votre maîtrise d'ouvrage, de votre maîtrise d'œuvre, donc les gens qui sont plus les garants du périmètre de la timeline et puis les gens qui sont plus dans la réalisation, des gens qui sont là pour exprimer la réalité du terrain, la réalité des besoins utilisateurs et pouvoir justement co-concevoir ensemble une IHM accessible. Prévoyez dans ce groupe des gens qui ont des déficits et notamment des déficits visuels, qui utiliseraient des lecteurs d'écran, de la navigation clavier, des gens malentendants. Et puis, selon vos besoins, selon le type d'interface que vous avez, pensez éventuellement des troubles cognitifs, des personnes qui seraient âgées, avec des dégénérescences de la mémoire, par exemple. Donc, voilà, constituez votre propre groupe et surtout, ce sont des utilisateurs référents avec qui vous travaillerez sur le long terme. Notamment pour les tests, ça vous permettra de trouver un vivier d'utilisateurs plus facilement et de vérifier l'amélioration progressive de votre produit. Il y a des associations qui vous mettent en contact avec des utilisateurs pour essayer de faire avancer donc pas mal de choses chez les non-voyants, mais le CNH, par exemple, c'est plus large. Et notamment, vous avez aussi des initiatives locales. J'ai entendu parler de Nancy, par exemple, qui avait créé une petite communauté d'utilisateurs handicapés qui, justement, sont candidats pour participer à des tests utilisateurs, etc. Donc, renseignez-vous nationalement, localement, sur ce que vous pouvez trouver. Et surtout, j'insiste, préservez le lien avec les personnes que vous avez rencontrées parce que ces personnes-là, vous prenez la peine justement d'aller dans leur direction, mais c'est surtout qu'elles sont tellement demandeuses, tellement désireuses de contribuer dans la démarche que voilà, c'est vraiment un lien qui se construit sur la durée. Voilà, je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui d'ailleurs doivent partir à 11 h et qui vont être limités en questions. Je vais voir si justement vous avez mis des petites questions dans le channel, puisque j'en arrive moi à la fin de ma présentation.
Donc, je vais rapidement switcher sur les questions et réponses. Est-ce que j'ai quelque chose? Pour l'instant, je n'ai rien. Donc, est-ce que vous avez des questions? Auquel cas, j'y répondrai volontiers. Donc, vous avez un petit onglet questions et réponses si vous voulez. Alors, je vois dans l'onglet conversation qu'il y a, voilà, pour le côté humain de l'accessibilité, un exemple récent dans le jeu vidéo. Alors, j'ai une petite vidéo, par contre, du coup, je ne peux pas la passer, de Last of Us 2, qui a intégré beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité. Ok, oui, effectivement. Alors, il y a aussi Ubisoft qui travaille énormément, qui a une équipe d'ergonomes dédiée notamment pour l'accessibilité des jeux vidéo et qui travaille notamment avec des handicapés lourds, comme quoi il n'y a pas d'application, de notion d'application sérieuse ou quoi qui justifierait le fait qu'on fournisse plus d'efforts. Les personnes qui présentent des handicaps ont aussi besoin de distraction et effectivement, il y a des entreprises qui ont compris ça depuis longtemps et qui œuvrent beaucoup, y compris qui font de la recherche et développement assez avancé sur le sujet. Il y a Sébastien qui nous conseille une application qu'il utilise tous les jours. Ce n'est pas un plugin pour le web et qui permet c'est Sim Daltonism. Sim au sens de SimCity, les Sims peut-être, une application gratuite sur PC et Mac. Je ne la connais pas, il faudrait que que je la teste. Mais donc, apparemment, c'est une application sur la simulation du daltonisme qui plaît bien à Sébastien. OK. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Donc, dans le channel questions, j'ai toujours rien. C'est peut-être plus confortable avec la conversation. Je vais regarder si j'ai d'autres choses. Alors là, à lire, je ne vois pas d'autres questions. Ok, Juliette demandait s'il y avait un temps de questions-réponses. Donc oui, Juliette, est-ce que tu as une question particulière? Si tu es déjà... Je me permets de te tutoyer, Juliette. C'est une habitude de designer, je suis désolée. On ne se connaît pas. Alors, je ne sais pas si Juliette est encore là. Je n'ai pas de questions qui arrivent. D'autres questions? Merci Camille qui dit super. Apparemment, ça vous a plu. Je suis contente. Ok. Merci Isabelle pour la clarté de la présentation. Ok. Donc naturellement, vous aurez la possibilité d'accéder au replay de cette présentation, hein, notamment si vous avez manqué une partie ou si vous voulez retrouver les ressources qu'il y a dedans. Ok, je ne vois pas de... Alors, des insights particuliers pour les parkinsoniens. Alors, pour les parkinsoniens, ce sera de l'ordre du trouble moteur. Donc, les recommandations que j'avais données, c'est éventuellement de pouvoir fournir des alternatives et notamment ne pas dépendre des gestes précis. Donc, il y a des technologies là aussi d'assistance qui se développent, comme notamment des bracelets qui permettent de contrecarrer le signal nerveux et de faire en sorte qu'on arrive à stabiliser notamment le mouvement du bras. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez confidentiel. Donc, ces personnes-là vont plutôt être des personnes qui vont essayer de trouver des contournements par voilà, le vocal, etc. Donc, je n'ai pas d'insight particulier. Les boutons trop petits, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une recommandation, encore une fois, qu'on applique pour les interfaces tactiles de manière générale. Donc, naturellement, ces personnes-là qui ont des problèmes moteurs, forcément, vont être d'autant plus bénéficiaires de ces pratiques-là. Mais voilà, alors ça, éventuellement, on peut aussi prévoir des interfaces flexibles si on sait qu'on a on a par exemple une population qui est particulièrement sensible parce qu'il y a certains troubles qui sont déclenchés par des maladies professionnelles, etc. Si on a une application métier qui est justement potentiellement peut avoir des cibles comme ça, on peut prévoir un système qui augmente les espacements, etc. Donc on peut faire preuve un petit peu d'imagination si on ne veut pas non plus appliquer des espaces énormes pour tous les utilisateurs, mais on peut avoir des modes particuliers. Alors, il y a une petite application aussi dont j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui se développe et qui est justement une petite interface relais qui vous permet en fonction, vous téléchargez cette petite application en tant que personne présentant des troubles de déficience et puis vous décrivez votre profil et du coup, elle va
augmenter les espaces, elle va changer la présentation, les contrastes, etc. Ah, j'ai oublié, c'est Facility, je crois. Facility, c'est une petite interface, donc il y a quand même un petit travail d'interopérabilité à faire, c'est-à-dire que le logiciel doit être afficher certaines balises à l'intérieur du code pour que ça fonctionne, mais c'est quelque chose à creuser, parce que c'est une initiative qui se développe, et je crois qu'ils ont notamment dans leur groupement le cas des Parkinsoniens, dans les troubles qui sont listés pour ces applications. Test Kali à prévoir avec un Parkinsonien. Alors oui, oui, bien sûr, effectivement. Et peut-être pas qu'un seul, effectivement, ça pourrait être... Alors, d'autres pathologies sont-elles connues pour être invisibles, voire tabous? Alors, effectivement, à partir du moment où déjà c'est invisible, il y a plus de tabous, justement. Si vous regardez des petites vidéos qui sont spécialisées dans la question, il y a des médecins qui sont spécialisés justement dans les handicaps invisibles. Le souci, c'est qu'à partir du moment où c'est invisible, déjà, il y a un problème de crédibilité, c'est-à-dire que parfois, ces gens ne sont pas crus. Notamment tout ce qui est douleur, tout ce qui est fatigue chronique. La fibromyalgie, par exemple, qui est en fait c'est des douleurs musculaires qui vous impactent toute la journée. Ces gens-là, du coup, vont avoir tendance à être déprimés, fatigués, etc. Donc, forcément, si ça va interférer dans les interactions de machines, surtout au travail, par exemple, il va y avoir plus de fatigue, plus de problèmes de concentration. Et le problème, c'est que ces gens-là, quand ils vous expliquent que ils en ont fait beaucoup moins que les autres, mais ils sont quand même fatigués, ils ont besoin de faire des pauses, etc. C'est vrai que c'est un problème, c'est souvent mal vu. Donc, parfois, les gens préfèrent ne pas en parler. La médecine du travail est parfois informée, parfois même pas. Donc, voilà. S'ils sont informés, on peut faire des aménagements de poste, éventuellement prévoir des pauses, etc. Mais par précaution, il vaut mieux faire en sorte que les interfaces gèrent en partie le problème de ces personnes-là parce qu'elles vont avoir tendance justement à maintenir, à garder un certain secret. Qu'en est-il de l'accessibilité des animations flash et des vidéos sur le web? Alors, de toute façon, depuis un certain temps et depuis que le référencement a pris de l'ampleur, tout ce qui est flash, objet dynamique de manière générale, a besoin d'une alternative textuelle. Donc, à partir du moment où justement les objets ont des alternatives textuelles, on peut tout à fait contourner les vidéos. C'est pareil, il faut à la fois la retranscription du contenu pour les personnes qui n'ont pas l'audio, donc mettre des captions, et puis de faire en sorte qu'on ait la possibilité d'avoir l'information d'un autre biais. Cette vidéo sera-t-elle sous-titrée? Alors, le sous-titrage n'est pas automatique. Alors, vous avez une fonction de sous-titrage de type traduction qui est disponible sur YouTube, mais qui est de très mauvaise qualité. Donc, il faut ajouter une balise qui contient le texte, une légende qui contient l'équivalent textuel de l'image. Donc, c'est prévu par l'HTML5. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui remercient. Effectivement, je vais mettre le replay à disposition sur YouTube, donc il sera disponible à partir de demain. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a dépassé les 11 heures, donc est-ce que quelqu'un a une petite question encore? Non, moi je ne vois plus rien. Donc si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on arrête là. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à utiliser l'adresse email qui est indiquée ici. Et puis, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un autre webinar qui sera présenté cette fois par Gabriella. Et qui vous parlera de DataVis. Donc DataVis, on aura aussi bien entendu de la notion de visualisation. Il faudra penser à l'alternative textuelle, mais là aussi on a des problématiques de simplification du contenu qui peuvent être une bonne solution pour les personnes notamment qui auraient des problèmes de cognition, des problèmes de charge mentale. Donc ça peut être une très bonne solution justement pour faire passer des idées, sous réserve d'alternatives textuelles aussi. Je vous remercie pour votre attention. Je suis contente de voir que ça a plu à certains d'entre vous. J'espère que chacun a pu y trouver son compte. Et puis, si vous souhaitez garder le contact par ailleurs, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous.